Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Faut-il enfermer les fichiers S les plus dangereux? Voilà une des propositions qui fait polémique en ce lundi. Elle est portée notamment par la droite, mais pas seulement. On a parlé tout à l'heure de Manuel Valls, qui la partage pour partie. 3 jours après l'attentat de Trèbes, en tout cas, il y a en filigrane cette petite idée, cette petite musique qui dirait qu'on n'en fait pas assez. En tout cas, qu'on n'est pas assez armé pour faire face aux terroristes. Alors on voulait mettre ça sur la table et en parler avec 2 hommes qui savent de quoi ils parlent. C'est notre principe ici, c'est-à-dire l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Didier Lebray, qui était le monsieur renseignement de l'Élysée, notamment au moment des attentats de novembre à Paris et de juillet à Nice. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de venir en parler. Et puis évidemment, au 39-21, vous me dites ce que vous en pensez. En fait-on assez d'abord, Marine Le Pen, mais aussi Laurent Wauquiez ou Manuel Valls, sans doute? Il faut interner les plus dangereux. Vous avez hier évoqué l'idée, par exemple, de rétention administrative pour des fichiers S. Eh bien, il faut neutraliser ces personnes qui représentent un vrai danger. Je réclame que les fichiers S étrangers soient immédiatement expulsés de notre territoire. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Je vous pose la question à tous les deux, comme je la posais tout à l'heure à la députée En Marche qui était présente avec nous. Est-ce qu'il faut balayer ces mesures d'un revers de main ou est-ce qu'il faut les regarder, Jean-Louis Bruguière? Est-ce qu'il faut envisager d'interner, d'enfermer les fichiers les plus dangereux? Une position tout à fait, je suis très opposé à cela. Opposé parce que quand même on oublie qu'on est dans un état de droit et que malgré tout pour interner des gens, je suis comme un juge, il faut quand même qu'il y ait une base juridique, il faut qu'il y ait des textes, il faut qu'il y ait des garanties. Vous savez, il n'y a pas d'antinomie entre la légalité et l'efficacité. Je crois que je peux en parler. Vous, oui, mais parfois les Français en non, doute. mais je se pense, disent on pourrait être plus efficace, on pourrait aller plus vite. De débat, vous savez, je crois qu'on est en train de se focaliser sur les fiches S. À chaque fois qu'il y a un attentat, on parle des fiches S. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche S? C'est un outil. Un simple outil pour des services de renseignement, pour leur permettre d'avoir un suivi sur des individus potentiellement dangereux ou qui ont un certain profil, et un outil qui va évoluer au fil du temps, parce qu'à un moment donné, l'intéressé peut avoir un certain profil, après il ne l'a plus, puis ensuite on a d'autres renseignements, peuvent en venir aussi de sources étrangères, ainsi de suite. Je crois qu'il n'y a pas, si vous voulez, on est en train de faire croire aux Français que les fiches S, c'est un mandat d'arrêt ou c'est une décision faite par un juge. Pas du tout. Un mandat d'arrêt, oui, c'est un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, une décision qui est prise par un juge sur la base d'éléments de preuve, d'un dossier. Pas le cas. Alors je crois donc on ne touche à rien, on a assez d'armes en quelque sorte pour se battre. Écoutez, malheureusement, je crois qu'il faut être conscient que ce type de drame, malheureusement, c'est pas parce que Daesh a été battu, ou en tout cas le califat n'existe plus, ou va disparaître militairement en Syrie et en Irak, que le problème peut se poser. On est dans le problème, ce qu'on n'a pas combattu encore, on a réussi, c'est l'idéologie salafiste radicale. Et évidemment, elle va se nourrir partout, y compris dans nos pays ou ailleurs, avec des gens qui vont continuer, y compris des Français de souche, des gens qui sont des nationaux, pas uniquement des étrangers. Donc on a un vrai problème de fond qui est de savoir comment combattre l'idéologie salafiste radicale qui, elle, va poursuivre, et surtout les phénomènes de radicalisation dès lors qu'ils vont induire des mécanismes de violence. Et que c'est vrai que c'est un souci énorme parce que ces problèmes de radicalisation se trouvent dans l'infralégal, c'est-à-dire dans une zone où on est dans un état de droit, on n'a pas une capacité et on ne pourra pas l'avoir. D'où ce sentiment d'impuissance. Non, c'est pas un sentiment d'impuissance, je crois. Ou alors on va pas basculer dans la dictature. Parce que c'est précisément... Interner des individus dangereux, ce serait basculer dans la dictature. Oui, mais dangereux si vous n'avez pas de base légale. Vous voulez demain, vous, qu'on vous arrête parce que tout d'un coup, vous penserez que vous avez mal pensé, que vous avez un problème. Non, oui, c'est pas... Ou alors qu'on interdise peut-être nous exprimer à l'antenne parce que les propos que vous avez à dire seront incitatifs et dangereux, pourront induire de la radicalisation. Vous voyez, non, mais c'est peut-être la provocation. Vous n'arrivez pas à m'effrayer, moi. Non, mais voyez, je n'ai pas là pour vous effrayer parce que je ne vous effraie pas et que je sais à quel point c'est une liberté fondamentale que nous chérissons tous et qui n'est pas en péril. Mais je veux dire, attention à ce type de dérive. Je crois qu'il est important à un moment donné, je veux dire qu'on reste donc dans de l'état de droit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Didier Lebray, j'imagine que vous partagez ce point de vue, mais je pense que la dictature de l'émotion, aussi tragique que soient les circonstances, est terriblement mauvaise conseillère. Mais vous l'avez vécu, vous, à l'Élysée. J'imagine qu'il y a des moments où on se dit, mais non d'une pipe, donnez-nous les moyens, tapons. Il faut un peu de mémoire, je veux dire. On n'a pas arrêté. D'abord, c'est pas seulement depuis 5 ans. Moi, j'ai suivi ça au moment où j'étais à l'Élysée. Mais ça fait 20 ans qu'on durcit l'arsenal. Loi après loi. 14 lois antiterroristes. Là,
Pour vous donner un exemple, je veux dire, quand la période que j'ai connue sous François Hollande, il y a eu 5 strates différentes à notre arsenal juridique. Mais c'est pas magique une loi. Pour la mettre en œuvre, il faut ensuite prendre le temps. Quand vous dites même, on a créé 3000 nouveaux emplois, notamment dans le renseignement territorial, qui a fait terriblement défaut pour arriver à capter les bons signaux, les fameux signaux faibles. Donc ça a été renforcé. Mais entre le moment où vous dites il faut, il y a qu'à, et le moment où vous les recrutez, vous les formez, il se passe du temps. Rien n'est magique en matière de cueillir de l'émotion. Je le comprends, mais je pense que donc c'est les 1900 futurs officiers de renseignement dont on nous annonce le recrutement, il faudra 2 ans, 3 ans. Il faudra 6 pour mois, les rendre 1 an efficaces. pour qu'ils soient à la fois recrutés et formés. Sur la fiche S, je souscris tout à fait à ce que disait Jean-Luc Bruguière. Là aussi, c'est pas magique. Une fiche S, c'est une fiche de sûreté de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, on y met des gens qui sont vraisemblablement pas du tout coupables de quoi que ce soit. Il y a une présomption, mais cette présomption, ça peut être quoi? Ça peut être simplement le fait que vous avez été en communication avec quelqu'un qui était peut-être dans l'idée lui-même de commettre un attentat terroriste. Est-ce que ça fait pour autant de vous d'avoir été en contact avec? Non. Et ça intéresse les services à quel titre? Savoir ce que deviennent ces gens, comment ils évoluent, etc. Si vous les mettez... D'abord, matériellement, c'est impossible. Et on passe, exactement ce que disait le juge Bruguière, on passe de la présomption à la culpabilité. Pour qu'il y ait culpabilité, il faut établir de manière formelle, donc c'est précisément le juge et personne d'autre qui doit être en capacité. Après, j'entends des choses sur je voudrais qu'on fasse une pause, mais allez-y, terminez. Sur les assignations à résidence, sur les perquisitions administratives. J'entends qu'on veut revenir à l'état d'urgence, mais l'état d'urgence, dans ses parties les plus opérationnelles, a déjà été intégré dans le droit français. Comment aller au-delà, sans renoncer carrément à l'état de droit, et qui plus est, même les perquisitions domiciliaires ont montré leurs limites. Au bout de quelques mois, on s'aperçoit qu'on récupère pratiquement plus rien. Même si c'est utile pour lever le doute, ça a été très utile pour les services français, de savoir que c'était plus la peine de chercher dans telle ou telle direction, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Mais ce travail-là, une fois qu'il est fait, vous pouvez pas, de manière infinie, et même si vous mainteniez quelqu'un avec un fil à la patte, un bracelet électronique, chez lui, à domicile, il doit de temps en temps venir pointer au commissariat. Et s'il vient pointer au commissariat, qu'est-ce qui vous garantit qu'entre le moment où il part de chez lui, il va au commissariat, il ne va pas commettre un attentat? Marquons une pause là-dessus. 39-21 pour vos réactions. On continue à discuter avec l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière et avec Didier Lebray, l'ancien monsieur renseignement de l'Élysée. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Sommes-nous suffisamment armés pour faire face aux terroristes? On pose la question ce soir à l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière et à Didier Lebray, qui était donc le coordonnateur, comme on dit, des services de renseignement à l'Élysée à l'époque de François Hollande, en 2015 et 2016. On parlait tout à l'heure, et puis je voudrais vous lire un message que nous a envoyé Lydie de Favrol ensuite. On parlait tout à l'heure de mesures supplémentaires. Frédéric Pechnard, qui est l'ancien patron de la police nationale, qui connaît son métier. Frédéric Pechnard, il est aujourd'hui, c'est un proche de Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui chez les Républicains. Il disait ce matin, non, enfermer les fichiers S, ça n'a pas de sens. En revanche, il y a quelques mesures qui ont des sens. Écoutez-le. Il faut prendre un certain nombre de mesures fortes, mais assez ciblées et juridiquement et techniquement possibles. Je pense par exemple aux perquisitions administratives qui viennent d'être supprimées, qui peuvent donner dans certains cas à la police le petit soupçon de plus qui va permettre d'ouvrir une information judiciaire. Qui ont été supprimés avec la fin de l'état d'urgence, c'est ça ? Voilà, le petit soupçon de plus qui permet d'entamer une information judiciaire. Ça a un sens, ça. La perquisition administrative, c'était un élément très important de la loi de 55, qui est une loi quand même dont tout le monde a considéré, de tous les côtés, qu'elle ne pouvait pas devenir une loi d'exception et qu'elle ne pouvait pas devenir définitive, à tel point qu'on a eu une nouvelle loi du mois d'octobre 2017 qui a repris l'ensemble des dispositions, y compris ce qu'on appelle les visites domiciliaires, mais avec un encadrement judiciaire qui permet si vous voulez... On peut aujourd'hui arriver avant 6h du matin chez quelqu'un, par exemple ? Dans certains cas, oui, bien sûr, les perquisitions de nuit sont possibles. Vous savez, je veux dire, il faut quand même que l'on voit. Nous avons aujourd'hui le dispositif légal antiterroriste le plus répressif qui existe au sein de l'Union européenne. Vous savez que dans les pays anglo-saxons, ça ne se passe pas comme ça. Il faut demander à un juge un mandat de perquisition. Les Américains ont un Patriot Act qui permet quand même un certain nombre de libertés. Oui, non. La loi, les perquisitions ont toujours été quelque chose d'extrêmement compliqué, y compris aux États-Unis, avec la cause probable et le 4e amendement. Donc c'est dans les feuilletons américains qu'on fait disparaître les gens du jour au lendemain, vous voulez dire, ça n'existe pas dans la vraie vie ?
Allez-y. Non, il y a une chose qui me frappe, c'est que quand on parle de perquisition administrative, domiciliaire, etc., on part du principe que celui qui va commettre un acte a un arsenal quasi militaire avec lui avant de commettre l'attentat. Mais la diversité même des modes d'attaque terroriste ont fait la démonstration qu'avec une arme blanche, on pouvait arriver à ces fins. Une voiture bélier, c'est-à-dire, c'est quoi une voiture bélier? C'est pas quelque chose qui nécessite un gros investissement en termes de conception. C'est un camion de location, le 14 juillet Nice. Donc on voit très bien que la difficulté, elle n'est pas là. La difficulté, elle est dans la capacité des services à pouvoir mesurer le moment du passage à l'acte. Mais ça, le moment de passage à l'acte, sauf à être dans le cerveau de chaque personne qui peut être simplement dérangée parce que dans sa vie, il y a eu un pépin personnel, mais qui ne connaissait rien ni à l'islam, ni à l'islamisme, ni même au salafisme, et à rien de ce qui concerne l'État islamique, mais tout d'un coup, parce qu'il regarde trop la télévision, parce qu'il est trop biberonné aux réseaux sociaux, se dit, quitte à avoir échoué dans ma vie, vous savez ce que je vais faire? Je vais finir en apothéose. Et il choisit, c'est la fameuse islamisation de la radicalité. Oui, il y a une islamisation de la radicalité, plutôt que l'inverse, me semble-t-il. Mais ce problème, comment est-ce qu'on peut le faire? Moi, je l'ai vu dans les dossiers que j'ai eu à traiter, le pourcentage de cas psychiatriques. J'ai même assisté un jour, dans une gare, à une attaque d'un type qui s'est jeté sur une femme qui l'a roué de coups. Donc immédiatement soupçon de terrorisme, le type avait tout à fait l'air du djihadiste parfait. Il se trouve que en regardant sa fiche, on s'est aperçu que le mec était en HP quelques jours avant. Un hôpital psychiatrique. Voilà, et des gens comme ça, il y en a aussi beaucoup. Jean-Louis Bruguière. Tout à fait exact, si vous voulez. On a des profils polymorphes. Il est certain qu'aujourd'hui, la typologie terroriste actuelle, islamiste, enfin depuis 2014, n'a rien à voir avec celle qui existait avant, qui était beaucoup plus en réseau et beaucoup plus organisée. C'est moins des cellules, non, plus il y en des avait autant. Il y avait autant des cellules, mais c'était aujourd'hui, on a une atomisation beaucoup plus forte, et surtout, on a quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas lorsque moi j'étais en fonction. On a des passages à l'acte extrêmement rapides et des phénomènes dits de radicalisation extrêmement rapides et qui sont très difficiles à détecter en avance. Je crois que le problème, c'est la détection des signaux faibles, c'est la grande difficulté. Et on ne peut pas aujourd'hui, sauf à sortir dramatiquement de l'état de droit, je crois qu'on ne peut pas le faire, donc arriver à avoir des moyens répressifs donc dans l'infrajudiciaire, c'est-à-dire au moment donné où quelqu'un va changer d'attitude, de comportement, ou avoir un risque donc même pas de passage à l'acte, dans sa mentalité, donc, de dire on va l'interpeller à faire quelque chose. Et là, par contre, le suivi est important. Et le suivi est important, mais aussi, je dirais, la capacité que on pourra avoir, et la volonté des gens, de ceux qui sont, de pouvoir signaler les signaux, les fameux signaux faibles. Et là, il y a une espèce de blocage qui peuvent arriver au niveau des familles. Forme d'omerta. Voilà. C'est de la délation, les écoles, etc. Et il est évident que quelquefois, un petit signal comme ça peut être aussi important qu'une fiche S. Vous avez lancé l'appel d'une certaine manière. Merci beaucoup Jean-Louis Bruguière d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Didier Lebray de nous avoir raconté votre expérience à l'Élysée. Juste 2 mots pour Anthony qui ne pense pas que nous soyons naïfs face aux terroristes parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme, dit-il, derrière chaque fichier S et qui estime qu'il faut faire confiance en nos institutions. Lydie pense exactement le contraire. Elle nous appelait de Favrol pour dire qu'elle nous trouve en effet très naïfs et qu'elle a connu l'islam de l'intérieur quand elle a vécu au Maroc et qu'elle reste persuadée que n'importe quel musulman peut se radicaliser. Merci d'avoir discuté avec nous ce soir. Je vous laisse libre évidemment de penser ce que vous voulez des messages que je viens de vous lire dans un sens ou dans l'autre. Europe 1.